La psychoanalyse de Freud, texte publié par Pierre Janet en 1914 dans le Journal de psychologie normale et pathologique. Les travaux de M. Freud, de Vienne, ont été le point de départ d'une étude particulière qui s'intitule la psychoanalyse et qui se propose de se substituer sur bien des points aux anciennes études psychologiques et psychiatriques. Les élèves de cette école nous présentent ces études comme un point de vue nouveau, comme une révolution dans la science psychologique. Je ne puis pas essayer d'exposer ici ces études nouvelles, extrêmement nombreuses et variées. Elles sont d'ailleurs connues de la plupart des membres de ce congrès et elles vont être exposées ici même par le rapporteur de cette question, M. Jung, qui est un des plus brillants défenseurs de ces doctrines. Je ne puis pas non plus avoir la prétention d'entreprendre ici la discussion complète de la psychoanalyse qui touche non seulement à toutes les questions de la psychologie et de la psychiatrie, mais qui aborde quasi résolument tous les problèmes de la grammaire, de la linguistique, de la littérature, des arts et des religions. Je me sens bien incapable de la suivre sur toutes ces hauteurs. Je me propose un but bien plus modeste. Je me propose simplement de chercher sur quelques points particuliers ce qu'il y a de caractéristique et de nouveau dans ces études afin de permettre aux membres du congrès de les discuter et de choisir en connaissance de cause entre l'ancienne psychologie et la nouvelle. Mes propres travaux me donnent peut-être le droit de chercher à établir cette distinction. M. Freud, dans ses premiers travaux, a signalé avec une amabilité, dont je le remercie, mes propres recherches sur l'hystérie. Et M. Carl Jung, dans son rapport sur les théories de l'hystérie présenté au Congrès d'Amsterdam, a bien voulu signaler mon nom parmi les humbles précurseurs de la bonne parole. Les études auxquelles ces auteurs faisaient obligeamment allusion n'avaient rien de révolutionnaire. Elles s'efforçaient d'appliquer l'analyse psychologique, avec ses anciennes méthodes d'observation et d'induction à divers symptômes pathologiques. Puisque la psychoanalyse en est sortie brillamment, il est intéressant de constater en quoi elle en diffère et mon travail aura pour objet de mettre en lumière la différence entre la psychoanalyse et l'analyse psychologique. J'examinerai ces différences à propos de 3 problèmes seulement. Le problème des souvenirs traumatiques dans les névroses, le problème du rôle de ces souvenirs traumatiques, et en dernier lieu, le caractère sexuel de ces souvenirs traumatiques. Ce n'est là évidemment qu'un point dans une œuvre immense et touffue, mais peut-être son étude permettra-t-elle de mettre en lumière quelques caractères essentiels de la nouvelle psychologie. 1. Les souvenirs traumatiques. Le point de départ des doctrines de la psychoanalyse me semble bien être, comme M. Freud l'a indiqué lui-même, les observations de Charcot sur les névroses traumatiques et mes propres recherches sur certaines idées fixes des hystériques. Qu'il me soit permis de rappeler brièvement ces études de l'analyse psychologique afin de faire voir de quelle manière la psychoanalyse les a transformés. Parmi les causes auxquelles les aliénistes et les neurologistes rattachaient les symptômes pathologiques observés chez leurs malades, hérédité, influence du milieu, éducation, fatigue, intoxication, etc., on a toujours fait une place importante à certains événements particuliers de la vie du malade, capables de bouleverser son esprit. On répétait depuis longtemps qu'un grand nombre de troubles névropathiques
pouvait naître à l'occasion d'une émotion, d'une préoccupation, d'un chagrin déterminé par un événement particulier. Moreau de Tours, Baillarger, Briquet surtout, insistaient sur ce rôle pathologique des chagrins et des émotions. Mais la fréquence de pareils événements au début des maladies de l'esprit et leur importance dans la détermination de la maladie n'avaient guère été déterminées que d'une manière fort vague. Dans ses leçons de 1884-1885 sur certains accidents de l'hystérie, Charcot a réussi à mettre en évidence d'une manière bien plus nette ce rôle des événements impressionnants. À propos de quelques cas de paralysie hystérique survenus à la suite d'un accident, il a montré que l'émotion momentanée déterminée par l'accident n'était pas la seule cause de la maladie, mais qu'il fallait faire jouer un rôle aux souvenirs laissés par cet accident, aux idées, aux préoccupations que le malade conservait à propos de l'accident. Beaucoup d'observateurs, et en particulier Moebius, 1888, Frank Forel, s'étaient rattachés à cette conception et admettaient que certains accidents hystériques étaient des modifications corporelles se rattachant à des idées et à des souvenirs. J'ai eu l'occasion, dès mes premiers travaux, publiés de 1886 à 1892, de confirmer cette conception à propos de nombreux cas de paralysie hystérique ou de contracture survenus à la suite de traumatismes matériels plus ou moins graves et du souvenir laissé dans l'esprit par l'accident. Puis, j'ai été amené à élargir cette notion en montrant que des troubles névropathiques du même genre pouvaient survenir à la suite d'événements simples, qui ne déterminaient pas une blessure matérielle, mais une simple émotion morale. Le souvenir de l'événement persistait de la même manière, avec son cortège de sentiments divers, et c'est lui qui déterminait directement ou indirectement certains accidents de la maladie. J'avais fait cette observation à propos d'un très grand nombre de malades. Mais comme mon premier livre sur l'automatisme psychologique avait un caractère plus philosophique que clinique, je n'en rapportais qu'un petit nombre d'observations. Parmi celles-ci, une des plus caractéristiques est la suivante. Une jeune fille de 19 ans présentait tous les mois, à ces époques, de grandes crises convulsives et délirantes qui se prolongeaient pendant plusieurs jours. Les règles commençaient normalement, mais quelques heures après le début de l'écoulement, la malade se plaignait de ressentir un grand froid et présentait un frissonnement très caractéristique. À ce moment, les règles s'arrêtaient et le délire commençait. Dans l'intervalle de ces crises, le même sujet avait des accès de terreur, avec l'hallucination du sang répandu devant elle. En outre, elle présentait divers stigmates permanents et, entre autres, une anesthésie de la face du côté gauche avec amorose de l'œil gauche. En étudiant avec soin l'histoire de la vie de cette malade et surtout les souvenirs qu'elle avait conservés des divers événements de sa vie, on constatait certains faits curieux. À l'âge de 13 ans, cette jeune fille avait essayé d'arrêter ses règles en se plongeant dans un baquet d'eau froide et elle avait eu à ce propos du frisson et du délire. Les règles, immédiatement arrêtées, ne s'étaient plus présentées pendant plusieurs années et quand elles avaient réapparu, elles avaient amené les troubles que nous venons de constater. Plus tard, elle avait été terrifiée en voyant une vieille femme tomber dans l'escalier et inonder les marches de son sang. À une autre époque, vers l'âge de 9 ans, elle avait été forcée de coucher avec un enfant dont la face sur tout le côté gauche était couverte de gourmes, et elle avait éprouvé pendant toute la nuit un grand dégoût et une grande frayeur. On peut constater que ces événements ont déterminé des attitudes du sujet qui ressemblent exactement à celles que nous constatons aujourd'hui dans les accidents qu'il présente. On peut vérifier que les accidents ne se sont développés
qu'à la suite de ces événements et du souvenir qu'ils ont laissé. Aujourd'hui encore, on peut rappeler l'accident en rappelant le souvenir de l'événement correspondant. Enfin, en modifiant le souvenir par divers procédés, on constate la disparition ou la modification du symptôme correspondant. De ces remarques découle l'hypothèse assez naturelle que le souvenir laissé par ces incidents a joué, et joue encore, un certain rôle dans le déterminisme des symptômes hystériques que cette jeune fille a présentés, et qu'il influe sur la forme particulière qu'ont prise ces symptômes.